Ça y est, nous sommes dans le rush de fin d'année, et ça y est, c'est le moment où les studios américains se rappellent de l'existence de l'horreur, faut bien rentabiliser Halloween après tout. Donc bon, certains des projets horrifiques les plus attendus de l'année et parmi eux quelques grosses productions du ciné d'horreur vont sortir dans les semaines qui viennent et il est certain que vous les attendez autant que moi. Bon, il s'agit essentiellement de suites, de reboots ou de requels, appelez ça comme vous voulez, d'anciennes gloires du genre, mais on peut toujours espérer que quelque chose d'abouti, artistiquement parlant, en ressorte. Et c'est exactement avec cet espoir en tête que je me suis rendu à l'avant-première du tout nouveau film L'Exorciste, le retour de notre franchise de possession préférée sur grand écran. Un sacré événement en perspective. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à l'Exorciste, Dévotion. Donc, pour ce nouveau film, nous reprenons tout simplement la formule de la trilogie Halloween de David Gordon Green, à laquelle nous avons eu droit ces dernières années. Ce nouvel opus de l'Exorciste fait donc directement suite au tout premier film réalisé par feu William Friedkin en 1973, et ignore donc toutes les autres suites sorties entre-temps. Et le rapprochement avec les Halloween de Gordon Green ne s'arrête pas là, puisque c'est bien entendu lui qui réalise ce nouveau L'Exorciste, et qui réalisera les deux suivants, puisque ce sera également une trilogie. Tant de points en commun, c'est un miracle. À croire que Blumhouse aurait participé au projet. Bon, je vais vous raconter de quoi parle le film, rassurez-vous, mais avant ça, j'ai une excellente nouvelle. Cette vidéo est sponsorisée par Shadows. Mais si, vous savez, la première plateforme de streaming française qui vous propose toutes sortes de films de genre, de l'horreur, du fantastique, de la SF, du culte de l'OVNI ou de la pépite méconnue, si vous aimez le cinéma d'horreur, vous y trouverez votre compte à coup sûr. Puis évidemment, si je vous en parle, c'est pas pour rien. Pour Halloween, Shadows met comme d'habitude les petits plats dans les grands et propose au minimum un nouveau film par jour dans leur catalogue. Ainsi, vous pourrez découvrir ou redécouvrir pas mal de perles. Une belle partie de la filmographie de Lucio Fulci, le sulfureux de Sadness, l'hilarant Holy Shit, l'insoutenable Thanatomorphose que je présentais d'ailleurs dans mon festival Cinéma Interdit il y a quelques mois, ou même l'excellent Malum, dont je vous parlais récemment sur la chaîne. Tout ça, et bien plus encore, sera donc au programme durant ce mois d'octobre. Et autant vous dire que vous allez pouvoir vous programmer un petit marathon pas piqué des hannetons. Et vous vous doutez bien que je ne viens pas les mains vides. Déjà que la plateforme propose un abonnement à 5 € par mois et ce sans engagement, eh bien avec le code ASH23, vous bénéficierez en plus de 3 premiers mois à 1 € chacun. Comment vous dire que pour 1 € par mois pendant 3 mois, vous aurez rarement découvert autant de chouettes films. Et bien sûr, c'est toujours sans engagement, le lien est dans la description, alors foncez et profitez de Halloween pour découvrir Shadows dans les meilleures conditions possibles. Merci à la famille Shadows pour cette sponsor, et quant à nous, c'est parti pour ce que raconte l'Exorciste Dévotion. Nous suivons Victor et sa fille Angelica, qu'il élève seul depuis que la mère est morte en donnant naissance une quinzaine d'années plus tôt, après un tremblement de terre à Haïti. À la recherche de réponses concernant sa maman, Ange, comme la surnomme son père, une jeune fille sans histoire, calme et disciplinée, se lance dans une séance de spiritisme avec sa meilleure amie. Séance durant laquelle les deux ados ouvriront une porte vers un autre monde et inviteront un ou plusieurs démons à venir leur rendre visite. Elles disparaîtront alors pendant 3 jours avant de réapparaître comme par miracle dans un sale état désormais transformé. Et oui, vous vous en doutez, mais les deux jeunes filles sont désormais possédées. Quelle horrible surprise! Et j'ai pas mal de choses à dire sur le film à tel point que je ne sais pas trop par où commencer. Bon allez, par sa structure. Le film cherche au départ à se calquer plus ou moins sur la structure de l'Exorciste originel. Nous avons droit à une grosse introduction, durant laquelle Gordon Green s'attarde pas mal sur nos personnages, sur la relation père-fille, qui n'est pas sans rappeler celle mère-fille du coup du film de Friedkin. La troisième partie du film, elle, est évidemment consacrée à l'exorcisme en lui-même, à nouveau, comme c'était attendu. Et on va pas se mentir, il était plutôt difficile de passer outre ce parti pris-là. Par contre, entre ces deux parties, force est de constater que la structure est beaucoup plus banale, beaucoup moins solide que dans le classique auquel il fait suite. Chez Friedkin, l'intrusion du fantastique se faisait en douceur, petit à petit, à tel point qu'on ne se rend pas complètement compte qu'on bascule dedans. On entre peu à peu dans l'horreur, et même les premières manifestations du démon sont assez terre-à-terre. Regan devenait insultante, son comportement changeait, mais nous n'étions pas encore sur une attitude démoniaque à proprement parler, ou sur des démonstrations surnaturelles. Cela permettait de traiter la possession démoniaque de façon subtile et sérieuse, de traiter la possibilité d'un problème mental, social ou relationnel à fond, et la recherche de la nature du problème occupait une place très importante dans le film. Ici, rien de tout ça.
La séance de spiritisme offre une cassure nette avec l'introduction du métrage et hurle au spectateur que ça y est, le démon va arriver maintenant. Une fois que les filles sont retrouvées après cette séance, le film accélère démesurément. Tout de suite, leur comportement est des plus inquiétants et tout de suite, nous tombons dans le surnaturel, du fantastique assumé, tout sauf subtil. Cette cassure est trop nette, les différentes parties du film se dessinent trop clairement, on passe de l'une à l'autre de façon trop brutale, comme si au lieu d'avoir un seul long métrage uni, nous avions 3 segments distincts qui se succédaient. Et d'ailleurs, le manque de subtilité est vraiment criant durant tout le film, malheureusement. À tel point qu'on tombe à plusieurs reprises dans le grotesque, alors que le film se prend très au sérieux. Mais du coup, certaines choses ne fonctionnent pas vraiment. Déjà, première énorme déception, l'exorciste Dévotion a du mal à installer une ambiance un tant soit peu effrayante, voire même juste pesante. C'est dû en partie à son problème de structure que j'évoquais juste avant. Chez Friedkin, on tombe tellement lentement et subtilement dans l'horreur que nous n'avons pas le temps de nous en rendre compte. Tout à coup, nous nous retrouvons pris à la gorge par une atmosphère lourde et par des éléments anormaux qui nous sont proposés à un rythme soigneusement maîtrisé et dont la puissance monte crescendo au fur et à mesure du film, ponctué ici et là par des éléments beaucoup plus ordinaires de l'enquête policière ou de la vie du père Karras. Ici, on oublie tout ça. Nous nous concentrerons uniquement sur nos 2 possédés et sur le rite à accomplir, et d'ailleurs, l'idée même de la possession démoniaque est finalement très vite acceptée par nos personnages, dont notre père au départ pourtant sceptique. D'ailleurs, ce point-là aussi est beaucoup moins bien géré que dans le film de Friedkin, dans lequel le scepticisme du père Karras notamment était primordial. Mais au-delà de ça, le film use d'artifices grossiers pour essayer de faire peur, de choquer un spectateur qu'il sous-estime grandement, à mon sens. Déjà, des jumpscares. Et oui, l'exorciste Dévotion tombe dans le piège du jumpscare et en plus de façon guère convaincante car ils sont tous faciles à mener peu intelligemment et finalement très peu impactants. Même les petits jeunes de la salle, plus impressionnables sur le papier, n'ont que très peu réagi. Il y a eu moins de réactions que devant la Nonne 2. Bon, ok, la pertinence de cette dernière remarque est discutable, je le reconnais. Et même en dehors des jumpscares, le film tombe souvent dans les travers du film de possession. Je déteste cette scène grotesque durant laquelle Catherine, la deuxième fille possédée, entre dans une église en sang pendant la messe, à hurler le corps et le sang à tout bout de champ, le visage déformé de la même façon que Regan à la fin du film de Friedkin. La scène est gratuite, n'apporte pas grand chose au film, et est l'une des séquences qui se veut choc. Sauf que depuis 1973, nous avons eu de nombreux films de possession, qui usaient des mêmes artifices et parvenaient à être plus marquants, plus choquants, sans pour autant être réussis. Alors quand un film prétend pouvoir prendre la suite de l'Exorciste, le père de tout un sous-genre prolifique en nullité, mais qu'il s'inspire tout autant de ses nullités que de son modèle originel, c'est un petit peu dommage. Et c'est dommage, car il y a des moments où le film cherche à instaurer son ambiance. Durant la première partie, nous avons une espèce de bourdonnement presque imperceptible en fond sonore, une vibration qui n'est pas sans rappeler celle de Hérédité, qui contribue à mettre le spectateur mal à l'aise. Mais cela ne mène nulle part, car cela finit en jumpscare, puis ça n'est plus spécialement utilisé lors du reste du métrage, là où Hérédité, justement, utilisait le son pour glacer le sang de son audience. Et en fait, voilà mon principal problème avec l'exorciste Dévotion. C'est un film de possession comme nous en voyons plein chaque année. Il traite le sujet quasiment de la même façon, et nous n'avons droit à presque aucune bonne idée visuelle, tout ou presque a déjà été imaginé par d'autres films du sous-genre, et par des films pas ouf, encore une fois, j'insiste là-dessus. Il n'a pas le génie de son aîné, qui en même temps avait tout à inventer, ou presque, ni celui des autres grands films du genre sortis entre-temps, tels que Hérédité, encore une fois. Il n'a ni leur inventivité, ni leur ambiance marquante, va beaucoup trop vite pour faire avancer son intrigue, contrairement aux films précédents qui prenaient leur temps pour instaurer une atmosphère, et manque de scènes vraiment chocs qui restent en tête, ce qui le rend également moins impactant que les premiers Conjuring, par exemple, qui assumaient aussi leur côté train fantôme, mais qui étaient surtout beaucoup plus efficaces. En fait, le film a constamment le cul entre plusieurs chaises, il lorgne du côté du classique de Friedkin, mais également de celui des productions d'épouvante classiques chez Blumhouse, et donc forcément, le résultat est d'une fadeur assez impressionnante. Mais bon, au moins, contrairement à la plupart des films de possession dont nous sommes abreuvés, ben celui-ci est bien réalisé. David Gordon Green sait comment manier une caméra. En tout cas, beaucoup plus que les tâcherons à l'origine de films tels que L'exorcisme de Jacqueline, Possession of Marie Chantal, Evil Inside, Inside Me, L'étrange cas Jean-Marcel et autres titres génériques au possible. J'aime bien faire des mouvements un peu théâtraux. J'ai pas ma veste d'habitude, donc j'ai l'impression que je peux bouger là. Et en plus, je transpire beaucoup moins. Mais bon, faut pas oublier non plus que l'exorciste Dévotion, c'est un budget beaucoup plus important et une équipe beaucoup plus conséquente que toutes ces petites productions. Si le film est mieux réalisé, bah c'est aussi grâce à tout ça. Et encore une chance, j'ai envie de dire.
Mais il y a tout de même des choses intéressantes dans le film, notamment la signification de la possession démoniaque qui n'est jamais anodine. Comme dans le premier Exorciste, nous nous concentrons beaucoup sur la relation parent-enfant et la façon dont l'enfant s'éloigne irrémédiablement du parent. Ici, Ange, une adolescente calme et sans histoire, et Catherine, une jeune fille plus extravertie, populaire dans leur école, disparaissent pendant 3 jours et reviennent possédées par le démon. Le parallèle avec des ados fugueurs est assez évident. À plusieurs reprises, les dialogues même du film mettent en avant la possibilité qu'elle soit juste partie faire des bêtises à base de drogue ou de garçons. Ou les deux. Des trucs d'ados, il paraît. Ce n'est pas traité outre mesure, du moins pas du point de vue des 2 jeunes filles. Plutôt de celui de leurs parents, et notamment bien sûr de Victor, le père d'Ange, à qui la mère avait demandé de protéger leur enfant juste avant de mourir. Avec la possession, il voit son enfant s'éloigner et sent qu'il perd pied, cherche du soutien où il le peut. Les institutions, la police, le voisinage, puis même Chris MacNeil, la mère de Regan, rescapée du premier film. Et elle explique qu'elle n'a plus revu sa fille depuis qu'elle a sorti un bouquin sur leur histoire, et cela rejoint donc le sous-texte des relations parentales difficiles. Finalement, la possession démoniaque pourrait alors tout simplement représenter la croissance et la prise de maturité des enfants, et le fait qu'ils finissent par s'éloigner de l'image que les parents ont d'eux durant leur enfance, celle des petits anges bien sages, par opposition à l'apparence de démons qu'ils ont lors de la possession ou lors de leurs 19 ans, au hasard. Et oui, Chris MacNeil revient. Qu'en dire, du coup ? Eh bien, au départ, j'étais assez perplexe. J'avais peur que David Gordon Green fasse de Chris une sorte de Laurie Strode Wish. Et finalement, c'est comme ça que ça commence. Mais heureusement, j'ai envie de dire, elle passe rapidement au second plan et sert juste de conseillère à Victor en tant que parent qui a vécu la même chose. Mais du coup, cela fait un peu guest ou caméo de luxe. Et puis surtout, elle sert à introduire l'arrivée d'un autre personnage qui sera certainement utilisé dans les 2 films suivants. Bon, je ne dis pas son nom, mais à mon avis, vous savez déjà tous de qui je parle. Et bon, peut-on vraiment parler de spoil à ce niveau-là? Genre, Gordon Green ne la ferait pas revenir pour sa trilogie. Bref. Puis, nous pouvons parler de l'idée des 2 possédés pour le prix d'une. À quoi ça avance? Nous sommes juste dans de la surenchère de bas étage. À croire que l'équipe du film s'est posé la question « Comment faire pour aller plus loin que l'Exorciste? Comment proposer quelque chose de nouveau que les films de possession n'ont pas encore fait ?» Et si la seule réponse était « Proposons 2 possédés au lieu d'une seule ?» Eh ben, artistiquement, c'est quand même pas fou. Déjà parce que l'idée de base, bon. On a l'habitude de ce genre de surenchère grotesque dans les suites de gros films d'horreur. Mais surtout parce que c'est pas vraiment exploité dans le film, du moins pas de façon particulière. Cela nous donne surtout une scène d'exorcisme finale, durant laquelle nos 2 jeunes possédés sont attachés dos à dos à des chaises. Et c'est tout. Elles interagissent très peu entre elles et esthétiquement, le film ne tire jamais vraiment parti de sa double victime. Là où ça joue vraiment, c'est que ça permet de comparer les différences entre les 2 familles, entre les 2 cellules parentales, puis entre les 2 enfants eux-mêmes, même si, à nouveau, ce n'est pas assez creusé à mon goût. Ah, et surtout, ça permet probablement de prévoir et d'introduire l'intrigue des films suivants, vu que l'une de nos 2 filles n'est même pas sauvée à la fin de celui-ci. Oh! Encore un aspect qui m'a ennuyé avec le film. Y en a marre de la sérialisation des films, de la marvelisation de l'horreur. Ça me saoule à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Je déteste quand un long métrage, un film de cinéma, se termine alors que ses enjeux ne sont pas réglés. Nous ne sommes pas face à un vrai cliffhanger. Mais tout de même, on n'en est vraiment pas loin. Ça en est quand même un, en partie. Nous avons l'introduction d'un nouveau personnage, ou plutôt du retour d'un ancien personnage très important, un peu à la Luke Skywalker, si vous voyez ce que je veux dire. Mais aussi, et je le rappelle, l'un des enjeux principaux n'est pas vraiment résolu. Clairement, le film prépare le terrain pour la suite, et c'est insupportable comme démarche. Mais le pire pour moi dans ce film, c'est sa scène d'exorcisme, et c'est quand même un comble. Convoquer différents mouvements du christianisme pour affronter nos démons aurait pu être une bonne idée, et en réalité, sur le papier, c'est même excellent. Mais c'est tellement mal mis en pratique, et ça en devient tellement ridicule quand nos personnages eux-mêmes disent texto « nous sommes la diversité », qu'il m'est impossible de prendre ça au sérieux. David Gordon Green frisait déjà le ridicule dans Halloween Kills quand ses discours, ses analogies se retrouvaient dans son intrigue de façon premier degré, ce qui ruinait à la fois son message et son histoire, tout en faisant voler la subtilité en éclats. Et ici, c'est pareil, mais c'est encore pire. La ligue des minorités qui s'unit pour affronter le diable qui détourne les enfants du droit chemin, c'est vraiment d'un ridicule assez inouï. Quand ils ont prononcé cette fameuse ligne de dialogue, j'ai levé les yeux au ciel. En plus, je n'avais personne pour partager mon désarroi. Ça m'a complètement sorti d'un film qui avait déjà du mal à me captiver. Et pourtant, j'étais plus ou moins acquis à sa cause. Puis même l'exorcisme en lui-même, en termes de mise en scène, d'idées visuelles, c'est pauvre au possible. C'est une vraie déception. Pour le coup, on en voit des bien plus impressionnants et plus créatifs dans les films nazes que j'arrête pas de pointer du doigt dans cette vidéo, ce qui n'est pas peu dire.
Aussi, nous avons le traitement du prêtre et de l'église même qui refusent de se prêter au jeu de l'exorcisme. Pourquoi pas? Ça rejoint également le discours sur les puissants de façon peu subtile, mais plutôt cohérente. Sauf que finalement, le prêtre décide quand même de se joindre à notre ligue des justiciers New Age, tout ça pour ne servir à rien. Un sacrifice inutile, une remise en question tout aussi inutile, qui viennent faire vaciller la pseudo-critique que faisait le film des institutions et du pouvoir en place. Ça ne marche pas. En bref, ce nouvel exorciste est une cruelle déception. Comme je le craignais, il ne s'agit que d'un film de possession comme il en existe des dizaines d'autres. Il ne vole jamais plus haut, malgré des qualités techniques évidentes, à des années-lumière du génie de l'exorciste de Friedkin, de sa minutie, de son ambiance si marquante. Et si ce n'était que ça, mais même en termes de point de vue, de regard, le film est tellement impersonnel qu'il est difficile de comprendre ce que Gordon Green avait vraiment en tête. Et je suppose que ce sera exploré dans les films suivants. Mais à mon sens, ce n'est pas comme ça que fonctionne le cinéma. Ce film, pris tout seul comme objet cinématographique à part entière, ce qui est censé être le cas, est incomplet. Il est mou, peu efficace et son imagerie est très décevante. Nous avons droit à une fulgurance de quelques secondes à la toute fin, lors de la scène de l'exorcisme final à l'issue de celui-ci, mais c'est vraiment fugace. Là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose, mais c'est vraiment à la toute fin du film et c'est pas du tout exploité. Bref, l'exorciste dévotion, malgré quelques tout petits pics, est un échec cuisant. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette critique glauque, j'espère que vous l'aurez apprécié, malgré mon avis quelque peu négatif. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à Shadows, le lien est dans la description, et code ASH23 pour pouvoir bénéficier de 3 mois à 1 € chacun. Ça fait 3 € pour 3 mois pour un catalogue énorme. Je pense que vous devriez ne pas louper cette opportunité. Et merci à Shadows pour la sponsor. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.